le monde de la recherche, chaque jour, des passionnés repoussent les limites du savoir humain. Que cela soit en physique, en chimie, en sociologie, en droit, en histoire de l'art ou en théologie, de jeunes universitaires s'échinent durant des années à creuser les questions les plus complexes. Une sorte de fuite en avant qui n'est pas sans risque. Forcés de se spécialiser à l'extrême, plus personne ne les comprend. Ou presque. Pour extirper ces chercheurs du jargon de l'abscon, une compétition a été mise sur pied il y a bientôt 10 ans. Son nom, Ma thèse en 180 secondes. Son but, convier les doctorants sur scène pour y présenter des années de recherche en 3 minutes seulement. Je ne sais pas qui ni où, mais statistiquement, il y aura un infarctus. On veut, avec ce concours, leur permettre de rencontrer le grand public et d'expliquer dans des termes très simples, de faire passer à la fois leur enthousiasme, mais aussi la qualité, l'intérêt, la diversité de toutes leurs recherches. L'édition fribourgeoise de ce concours a lieu sur la scène du Nouveau Monde, à Fribourg. 7 candidats ont accepté de monter sur les planches. Et à jour J-1, niveau confiance, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Je me sens prête, je me réjouis beaucoup. Et voilà, je me réjouis de vivre cette aventure tous ensemble. Peut-être que maintenant je me sens prêt et que demain je me sentirai plus prêt du tout. Non, je me sens pas très prête, mais je pense qu'un excès de confiance n'est pas forcément non plus forcément un avantage dans ce genre de situation. Je sens que je peux présenter un texte, peut-être pas le meilleur du monde, mais au moins que quelqu'un comprenne un peu de mots et un peu de temps, c'est quoi mon travail de tant d'années et sur tant de pages. Je crois, j'ai fait mes préparations. Après, peut-être je me fais choper par une voiture demain. Je suis pas très stressée parce que voilà, j'ai un enfant malade à la maison, j'ai plein d'autres choses qui font que... Alors ma botte secrète, c'est peut-être ça, c'est peut-être de ne pas focaliser toute mon attention là-dessus et finalement, je stresserai à J-, H- peut-être, mais... Donc, si tout est en ordre pour vous, on va commencer et je suis ravie d'accueillir notre première candidate sur scène. J'accueille Mélanie Bright. Et toute chose venant à point pour qui sait attendre, c'est enfin le grand jour. Mélanie Bright vient de la faculté de droit, de la chaire de droit pénal et de criminologie. Attention, avant chaque titre, je reprends mon souffle. Le titre de sa thèse, « Les fondements probatoires pénaux à l'aune de l'article 139 alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse, ce que l'épistémologie nous enseigne de l'intégration de la non-science au procès pénal ». Après son doctorat, Mélanie pourra plancher, je pense, sur un guide comparatif des universités romandes, puisqu'elle a fait son bachelor à Genève, son master à Lausanne et son doctorat à Fribourg. En parallèle, elle a travaillé comme juriste dans un hôpital, a été assistante étudiante à l'université de Lausanne, où elle a rencontré, je cite, sa formidable directrice de thèse. J'espère qu'elle nous écoute ce soir. Mélanie, vous ouvrez le bal, c'est... courageux, vous n'avez pas eu le choix, hein, oui, mais c'est courageux. Et du courage, il en faut pour suivre ces études. Est-ce que vous auriez, comme on l'a dit avant, comme on l'a fait avant avec Madame Martin-Solch, est-ce que vous auriez un mot pour les étudiants pour réussir à garder un esprit positif? Je pense, en tout cas pour ma part, ce que je me dis, c'est 2 choses principalement. Premièrement, c'est que c'est provisoire. Et deuxièmement, ça nous apprend certainement une forme de résilience et puis on appréciera d'autant plus savourer certains moments qu'on pensait acquis avant et qui, on l'a vu, ne sont pas tant que ça. Donc voilà. Des mots positifs pour commencer la soirée. Mélanie, est-ce que vous vous sentez prête? Oui. Bien, je vous laisse la scène. À vous de faire signe quand vous voulez que le chrono démarre. J'aimerais vous emmener dans une balade sensorielle. Faites appel à votre vue, regardez l'image derrière moi. Certaines et certains en comprennent le sens, d'autres se laissent bercer par l'abstraction. Notre vue, c'est un des éléments phares qui nous permet de percevoir notre environnement. Et pourtant, plus de 2/3 des Suisses portent des lunettes. C'est ce qui fait que nous avons, toutes et tous, une perception qui nous est propre de la réalité. La dualité entre ce que nous croyons et la réalité
est omniprésente. Notre balade sensorielle devient maintenant judiciaire. Le procès pénal vise à rendre une décision de culpabilité ou d'acquittement. Mais vous vous en doutez, ça ne suffit pas. Cette décision doit correspondre à la réalité, faute de quoi le spectre de l'erreur judiciaire pointe le bout de son nez. Moi, je travaille sur les preuves dites scientifiques, qui permettent au juge de comprendre ce qui s'est vraiment passé sur la scène de crime. Comme cette personne myope au fond de la salle, qui revêt ses lunettes pour voir correctement l'image projetée derrière moi, et qui, par là, cherche à la percevoir de la manière la plus proche possible de ce qu'elle est en réalité. Fiabilité, c'est le mot-clé, voire la clé, qui permet de faire le lien entre notre perception et la réalité. Je travaille sur la fiabilité des preuves scientifiques, comme une paire de lunettes qui offre une correction adéquate. Je me souviens de cette époque où c'était possible d'être condamné sur la base d'une simple trace de morsure sur la peau. Une comparaison avec un moule de votre dentition, une correspondance, et vous vous en mordiez les doigts, parfois à perpétuité. Heureusement, les choses évoluent, et dans ma thèse, un objectif multiple m'est confié. Comprendre dans quel contexte, par quel processus et pour quelles raisons une preuve scientifique est fiable. À l'heure actuelle, le droit suisse est, si ce n'est muet, du moins lacunaire. La technique de comparaison de traces d'oreilles est encore en vigueur dans notre pays. Je fais appel à votre ouïe. Lorsque vous écoutez à une porte, vous collez votre oreille et vous croyez être discret, mais vous laissez une trace. Elle sera ensuite comparée aux oreilles de différents suspects pour tenter de retrouver son ou sa propriétaire. Quelle est la fiabilité de cette preuve? Est-elle ne serait-ce que scientifique? Les réponses, je ne les trouve pas ici. Je fais ce que l'on appelle du droit comparé et pousse ma réflexion au-delà des frontières. En gros, j'effectue une sorte de tourisme juridique. Je déniche les bonnes idées pour les repenser à la lumière du droit suisse. Certains pays réfléchissent à ces questions depuis les années 20, mais les années 20 du siècle passé. Ne vous y trompez pas, ça nous concerne toutes et tous. Si on sait que plus de 2/3 des Suisses portaient des lunettes, le taux exact d'erreur judiciaire reste en revanche inconnu. Mais si on reste sourd à ce discours, il ne nous restera finalement que les yeux pour pleurer. Merci. Bravo Mélanie. Pas de quoi pleurer, en tout cas, belle prestation, bravo. Merci. Comment ça va? Bien, c'était court, c'était rapide. C'est passé. Oui. Je vous prie de regagner votre place. Merci. Et j'appelle maintenant Nathalie Dervet-Chapuis. Nathalie vient de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Institut du Plurilinguisme. Le titre de sa thèse, « Effet comparé d'une didactique explicite et d'une didactique communicative actionnelle ciblée à l'acquisition du vocabulaire réceptif et des représentations phonologiques liées ». Promis, dans 3 minutes, vous allez tout comprendre. Quand je lui ai demandé de me parler un peu d'elle-même pour la présenter ce soir, Nathalie m'a répondu qu'elle n'avait pas tellement envie. Elle n'aime pas trop ça, parler d'elle-même. On lui a quand même arraché qu'elle a obtenu un diplôme de l'Université de Pékin et qu'elle est en train d'accomplir son 2e PhD. Par contre, je vous promets qu'elle est beaucoup plus disserte quand on la lance sur son sujet de thèse. Nathalie, pourquoi vous vous êtes lancée dans une thèse? C'est un projet un peu fou, non? Oui, moi j'aime ça en fait. Probablement la meilleure raison du monde. Je crois que vous avez eu la réponse la plus simple, la plus logique et la plus enthousiasmante. Est-ce que vous êtes prête? Je vais essayer. Très bien. On vous laisse la scène. Vous faites signe quand c'est bon pour vous. Merci. Tout a commencé pendant que j'enseignais la grammaire du français à des apprenants germanophones. Un élève a levé la main. « Je peux tourner la page ?» La page, il n'y a pas d'indien dans ma grammaire ou bien? Alors là, j'ai décidé qu'il fallait comprendre pourquoi certains sons du français sont si difficiles à entendre, à comprendre, à apprendre. Pourquoi des sons comme le « on » ou le « je » restent incompris et mal prononcés, même par des apprenants avancés. C'est ainsi que cette thèse est née, depuis la salle de classe, expérimentée en salle de classe, et j'espère un jour utile en salle de classe. Comment enseigner les sons difficiles comme le « je »,« che »,« ce »,« ze » Ces sons, les phonèmes, permettent de séparer le sens de sage et sache, de lâche et lasse, de gâche
et gaz. Ce n'est pas la même arme tout de même. Est-ce que, par une didactique ciblée sur ces difficultés, il est possible de favoriser l'apprentissage des phonèmes en français langue étrangère? Si oui, quelle didactique est la plus efficace? Une didactique explicite qui explique tout en détail ou une didactique implicite qui corrige mine de rien la mauvaise prononciation dans la conversation? Première option. L'explication pour la prononciation de « on », par exemple, demande à l'apprenant de comprendre qu'on fait passer l'air par notre nez quand on prononce « on ». Au niveau articulatoire, cela consiste à abaisser le voile du palais. Ah, comment abaisser le voile du palais? Un petit truc tout simple. Vous posez votre doigt sur votre nez et vous faites un bruit d'ours ou d'accélérateur de Maserati, au choix. Ça vibre sous votre doigt, ça frétille. Alors bravo, vous avez réussi à abaisser votre voile du palais. Deuxième option, l'enseignement, mine de rien dans la conversation, revient à jouer un peu au perroquet. L'élève dit « J'ai une collection de voitures ». Et vous répétez « Ah, tu as une collection de voitures ». Facile d'enseigner la prononciation, non? Alors après tous ces efforts, les élèves pourront dire sans effort « Si on veut libérer l'oiseau de sa cage, sans retourner à la case départ et qu'il se cache, il s'agit d'ouvrir la cage sans faire de casse pour que l'oiseau vole libre, histoire qu'on puisse tourner la page. » Ça y est, vous avez tourné la page. Ouais. Comment ça va? Ça va super mieux. Bon, ça va mieux. Est-ce que je peux dire un petit merci? Mais bien sûr, dites. Moi, j'ai 150 élèves qui ont travaillé pour moi dans ma thèse. Alors, je voudrais dire merci à ces 150 élèves et aux 7 maîtresses qui m'ont accompagnée. Ils ont tous été super. Merci beaucoup. Comme quoi, c'est pas seulement un travail de solitaire, la thèse. Non, là, on était un peu nombreux. Donc, je crois que le message et le merci est passé. Merci. Je vous prie de regagner votre place. Nous accueillons maintenant sur scène Ferdinand Ilunga Nkonko. Ferdinand nous vient de la faculté de théologie, section de théologie dogmatique. Le titre de sa thèse, La sotériologie d'Adolphe Guéché comme herméneutique anthropologique, fondement d'une théologie de la responsabilité. Ferdinand se décrit comme philosophe, doctorant en théologie et sciences des religions. Il s'intéresse au rapport entre la foi et la société. Il est passionné par le droit et la politique et très attaché à l'émancipation intégrale de l'être humain. Je le cite. Il joue de la guitare, compose des chansons et chante avec son épouse. Ferdinand, ça va? Oui, ça va, Farida. Pourquoi est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là ce soir? Pourquoi est-ce que vous participez à ma thèse en 180 secondes? Oui, je participe à ce concours merveilleux parce que, comme vous le savez, nous sommes à une époque où la communication est un pouvoir. Donc, il ne suffit pas de posséder le savoir, encore faut-il savoir communiquer. Et la communication moderne, c'est la précision, la concision. Et quand j'ai vu l'annonce de ce concours, je me dis, mais c'est une bonne occasion pour m'exercer à la concision, à la précision. Voilà pourquoi je participe à ce concours. Nous allons donc voir si vous relevez le défi de la concision et de la précision. Combien de pages votre thèse déjà? 450, je crois? 450 pages, à résumer en 3 minutes. 3 minutes pour 450 pages. Je pense que vous pouvez prendre la mesure du défi. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère être prêt. Voilà. Bien, la scène est à vous. Je vais d'abord vous parler de la petite chenille qui passe beaucoup de temps à dévorer des feuilles. Puis, elle se met à construire sa maison, un cocon. Et à l'intérieur, la chrysalide attend des semaines pour enfin voir l'émergence d'un beau joli papillon. Tel est le sens du salut chrétien, le rapport entre l'homme et Dieu. Nous, chrétiens, nous disons, le salut, c'est la libération définitive du mal et du péché, la communion totale avec Dieu. J'avoue que c'est du latin.
Cette définition m'a toujours posé problème parce que définir le salut en rapport avec le péché a toujours conduit beaucoup de chrétiens à ne pas se sentir concernés par la transformation de la société. D'où la question de ma thèse. Comment parler du salut en rapport avec la vie de tous les jours et surtout indiquer la responsabilité de l'homme? Je me suis donc inspiré des réflexions d'un Belge appelé Adolphe Guéchet. Et voici mes résultats. D'abord, Dieu peut être considéré comme ce grand miroir parlant, indispensable, et qui nous permet de mieux nous connaître afin de réussir notre vie. Et parce que Dieu, personne ne le voit, qui veut aimer Dieu doit aimer l'homme. Qui veut servir Dieu doit servir l'homme. Et le cadeau merveilleux que Dieu nous a apporté, c'est le salut. Et dans ma thèse, ce salut concerne la vie de tous les jours. Car si on considère déjà l'origine du mot salut, du latin, salvus veut dire être bien portant, être fort. Et donc, être heureux, faire de belles rencontres, savourer un bon repas, siroter un bon verre de rouge, avec modération bien sûr, c'est déjà consommer son salut. S'engager pour la justice, pour la paix dans le monde, c'est déjà participer au salut. Mais à la recherche de ce bonheur, nous faisons face à l'échec, à la trahison, et donc au péché qui constituent des obstacles qui ne doivent pas nous décourager. Pour que le salut que Dieu nous donne soit effectif, l'homme a une responsabilité. Il doit s'engager, d'où l'image de la petite chenille. Le temps qu'elle passe à dévorer des feuilles correspond à toutes les joies de cette vie. Il faut en profiter. Et construire le cocon représente toutes les difficultés de la vie. Il faut les surmonter. Et le cocon lui-même, il représente notre planète qu'il faut sauvegarder. Car détruire la terre, c'est détruire la maison du salut. Et quand nous aurons consommé ce chemin du bonheur, nous pourrons alors être un jour libres et heureux comme ce petit papillon, ce qui correspond au bonheur sans fin que nous aurons dans la maison de Dieu. En attendant, ne l'oublie pas, tu es né chenille. Pour devenir papillon, il faudra te bouger. Ainsi va l'histoire du salut. Merci. Ça y est, vous êtes sorti de votre cocon. Enfin sorti de mon cocon. C'était magnifique. Ah, merci. Farida, merci. Je vous invite à rejoindre votre place. Je peux dire... Vous pouvez dire un je mot. dis merci. Nos candidats veulent dire des mots ce Voilà, soir. je dis merci à François-Xavier Amert, mon magnifique promoteur de thèse. Sans lui, je serais en train de cueillir les cacahuètes quelque part. Mais merci pour ces encouragements. Merci à mon épouse et surtout à ma mère. Merci. Allez, maman. J'invite à me rejoindre sur scène Marie-Pierre Meurville. Marie-Pierre vient de la Faculté des sciences et de médecine, écologie et évolution. Le titre de sa thèse, Diffusion, évolution et contenu du liquide trophalatique chez la fourmi. Marie-Pierre a étudié à Lausanne la biologie et la bioinformatique. La vulgarisation scientifique, c'est un peu son dada. Elle adore partager l'enseignement de la science et elle a déjà, durant ses études, enseigné l'informatique aux jeunes filles et animé de nombreux ateliers scientifiques. Touche à tout, elle s'intéresse autant à la science qu'à la peinture, à la musique ou à l'écriture. Pas facile de garder une ligne droite et de se pencher sur un sujet unique quand on est autant touche à tout, non ? Est-ce que vous avez un proverbe ou un motto qui vous a conduite pour réussir à garder le cap ? Oui, je vais commencer par remercier ma maman pour ça. Elle m'a dit une fois, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Et je pense que ça représente assez bien le doctorat. Parce que finalement, à chaque seconde, on se dépasse, on va plus loin. Et ça nous pousse à la créativité. Et la récompense, elle est chouette aussi. Donc, ouais. Alors nous, on sait que vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Bien, la scène est à vous. Quel est le point commun entre ces deux hommes et les fourmis ? Le baiser. Alors ça, c'est Brejnev et Honecker, deux politiciens communistes qui s'embrassent à la russe de manière à se témoigner leur soutien mutuel. Alors les fourmis, quand elles s'embrassent sur la bouche, elles vont un petit peu plus loin que juste échanger un peu de salive. En fait, elles se vomissent dans la bouche les unes des autres. Ce comportement un peu dégoûtant s'appelle la trophalaxie.
Et les fourmis l'utilisent de manière à se transférer de la nourriture liquide, comme du jus de fruits, de manière très efficace. Mais ce n'est pas tout. Les fourmis utilisent aussi la trophalaxie pour communiquer. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez-vous une colonie de fourmis comme un pays. C'est composé de millions d'individus qui doivent fonctionner ensemble de manière bien organisée. Finalement, nous, humains, on a la politique. Typiquement, une démocratie indirecte où chaque individu va voter pour un gouvernement qui, lui, va prendre des décisions. Chez les fourmis, pas de gouvernement. Par contre, on a découvert que les fourmis ajoutent au liquide qu'elles régurgitent des molécules. Certaines de ces molécules, on les soupçonne d'être des molécules de communication. Finalement, on pourrait imaginer que les fourmis, en ajoutant ces molécules individuellement, votent directement pour prendre des décisions à l'échelle de la colonie. Finalement, c'est un genre de démocratie directe quelque part. Moi, dans ma thèse, j'aimerais mieux comprendre ce que c'est que cette trophalaxie. Dans un premier temps, je m'intéresse à son évolution. Comment est-ce que la trophalaxie a évolué de manière à devenir à la fois un système de communication et un système très efficace de distribution de nourriture? Pour ça, je vais utiliser l'intelligence artificielle. Je remonte l'arbre généalogique des fourmis à partir des espèces pour lesquelles j'ai des informations, les espèces actuelles. En connaissant un petit peu mieux leurs ancêtres, est-ce qu'elles utilisaient la trophalaxie? Quelle était leur alimentation? Est-ce qu'elles arrivaient à maintenir des colonies gigantesques? J'espère mieux comprendre comment la trophalaxie a évolué avec ses caractéristiques et comment elles se sont influencées pour donner la trophalaxie qu'on observe aujourd'hui chez les fourmis. Alors, on ne sait pas encore très bien quel type de décision la trophalaxie permet de prendre. Pour ça, je vais regarder en fait directement dans l'estomac des fourmis. Il faut déjà que j'arrive à identifier quelles sont ces molécules de communication, parmi toutes les molécules qui sont dans l'estomac des fourmis. Pour ça, je vais prendre des fourmis qui utilisent la trophalaxie et d'autres qui ne l'utilisent pas. Alors, chez les deux types de fourmis, on aura de la nourriture ou des molécules de digestion. Par contre, il n'y a que chez les fourmis qui utilisent la trophalaxie qu'on aura des molécules de communication, ou des bulletins de vote, si vous préférez. Finalement, moi, mon travail, ça va être d'ouvrir ces bulletins de vote, de les lire et d'en déduire quelles sont les décisions que les fourmis peuvent prendre avec. Finalement, mieux connaître cette démocratie des fourmis nous permettra peut-être, j'espère, de poser les bases des démocraties de demain. Espérons-le, le vomi en moins. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre, comment ça va? Mais bien, étonnamment bien. Je voudrais aussi remercier Adria, ma montrice, qui est une femme formidable, et mes amis, ma famille et les gens du laboratoire qui m'ont beaucoup aidé à perfectionner, je dirais, ce grand moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous, Marie-Pierre. J'accueille maintenant sur scène Alessandro Parisotto. Alessandro nous vient de la Faculté des sciences et de médecine de l'Institut Adolphe Merclay dans le département Soft Matter Physics. Son titre de thèse, Ordre et désordre dans les structures biophotoniques. Voilà qui est court et concis cette fois. Il est ingénieur en sciences des matériaux. Il vient d'aménager à Fribourg pour mener sa thèse. Il a passé sa jeunesse aux Philippines et c'est de là que lui vient sa passion pour les charançons. Un parcours assez éclectique, assez étrange qui vous a mené directement à cette thèse. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour se lancer dans un pari comme ça? Oui, c'est possible. Mes parents ont toujours dit que j'étais un peu fou. Peut-être c'est pour ça que je fais une thèse. Mais honnêtement, comme disait Nathalie, j'aime faire des recherches, j'aime apprendre. Et je pense que le savoir, tout le savoir, même le savoir inutile, sert à quelque chose et à sa place dans l'univers, on va dire. On va donc voir si vous arrivez à nous faire partager cet amour des cafards. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vous laisse la scène. Ah, allez-y. Quand on pense aux ingénieurs, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les maths, les ordis, les voitures. Pas un insecte philippin. Et je crois que c'est pour ça que quand je parle de ma thèse, la première réaction, c'est toujours « Attends, t'es ingénieur. Qu'est-ce que ça a à faire avec ces cafards ?» Et vous savez, ça me touche. Parce que pour moi, c'est pas que des cafards, c'est des charançons. Et ce qui m'intéresse, c'est pas eux, mais l'origine de leur couleur.
qui ne proviennent pas à des pigments ordinaires. En fait, leurs couleurs sont créées par un phénomène qui s'appelle la couleur structurelle. Ce phénomène, il est produit quand un matériau possède une structure périodique ou répétitive à l'échelle d'une longueur d'onde de lumière. Et quand la lumière interagit avec les nanostructures dans leur écaille, certaines couleurs sont reflétées et d'autres, elles passent, sans être dérangées. C'est comme un miroir sélectif qui change de couleur avec l'angle de vue. Et de plus, vu que c'est un phénomène physique, il n'y a pas de perte d'énergie quand ces couleurs sont produites, et donc elles brillent beaucoup plus fortement et ne perdront jamais leur brillance. Maintenant, dans l'yin et yang, l'ordre et le désordre, ça a quoi à faire? Eh bien, dans la partie ordonnée, on voit ces points arrangés de manière périodique, structurée. Et cela, c'est une photo des structures qu'il y a dans les écailles rouges de ces charançons. La distance entre chaque point est d'environ la moitié d'un millionième de mètre. Dans la partie désordonnée, il y a un peu de chaos. Et ça, c'est les structures des écailles bleues. J'appelle ça du nano-spaghetti. Et alors, comment est-ce que du chaos peut avoir de la périodicité et créer des couleurs structurelles? Répondre à cela, ainsi que découvrir comment ces deux structures se développent, c'est le but de ma thèse. J'atteins ce but en faisant des études nanostructurelles, optiques et génétiques. Et pour les cyniques d'entre vous, les critiques qui disent que ce travail il est inutile, imaginez si un scientifique comme Leonardo da Vinci gâchait son temps à regarder des cafards. Comment serait le monde? Sera meilleur? Sera pire? Honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a une chose de laquelle je suis sûr, c'est que la Joconde, elle brillerait pour l'éternité. Merci. Là, c'est vous qui avez illuminé la scène. Bravo. Gong final. Vous êtes dans les temps. Comment ça va? Ça va. Moi aussi, je dois remercier la science. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut que je remercie toute mon équipe, Bodo, Uli, Kenza, René, tout le monde d'autre, Viola. Aussi mes parents et mes potes qui m'ont aidé à réviser. Julien, désolé. Merci à tout le monde. Donc, merci à tous les potes d'Alessandro. J'appelle maintenant sur scène Valérie Savio. Valérie vient de la faculté de droit, département de droit privé et droit romain. Le titre de sa thèse, l'embryon in vitro, émergence d'un nouvel objet de droit, qualification juridique et contrat. Valérie a obtenu son master en droit de l'Université de Fribourg en 2012. À cette occasion, elle a reçu le prix de l'éthique du Conseil de l'Université de Fribourg. En 2014, elle passe son brevet d'avocate en Valais, puis, comme tous les Valaisans, elle revient à Fribourg pour entamer une thèse. Elle a aussi bénéficié d'une bourse de la Helmut M. Merlin Stiftung et elle a soutenu sa thèse le 22 février dernier. Maintenant, elle prépare une publication à ce sujet. Je me suis laissé dire, Valérie, que vous avez vous aussi un proverbe ou un motto pour vous guider et garder le cap. Est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Oui, c'est vrai, c'est un motto qui vient un peu de ma famille. À l'origine, c'est du patois. Je ne le sais pas en patois. Mais c'est avant de lâcher, on ne lâche pas. Alors oui, c'est très pragmatique, très terre à terre, mais finalement, c'est vrai, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Alors il faut bien réfléchir quand on commence quelque chose, parce que ça peut prendre 6 ans à arriver au bout. Là, ça vous prendra seulement 3 minutes. Oui. Ne lâchez rien. Est-ce que vous êtes prête? Je crois que oui. Très bien. Donc, je vous laisse faire signe pour le déclenchement du chrono. À l'époque de nos grands-parents, faire un bébé était une affaire intime. Quelques méli-mélos sous la couette, et le tour était joué. Oui, là, vous vous demandez, ah bon, excusez-moi, c'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui? Rassurez-vous, pour la majorité des couples, la bonne vieille méthode des câlins reste de vigueur. Malheureusement, au moment de fonder une famille, environ un couple sur 5 rencontre des difficultés. Mais aujourd'hui, contrairement à l'époque de nos grands-parents, ce n'est plus forcément une fatalité. Il existe des méthodes efficaces
contre les problèmes de fertilité. C'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Le méli-mélo sous la couette est remplacé par un méli-mélo dans une éprouvette. Et hop, on a un embryon in vitro. On l'insère dans l'utérus de la femme, c'est ça, la fécondation in vitro. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça en réalité, mais je vous épargne les détails. Bon, ça c'est de la médecine. Moi, je fais du droit. Alors que vient faire le droit là-dedans? Vous allez vite comprendre. Les embryons sont aujourd'hui manipulés par des embryologistes, conservés dans des congélateurs spéciaux, stockés pendant plusieurs années. Tout cela pose évidemment de nombreuses questions juridiques qui ne trouvent qu'un début de réponse seulement partielle dans la loi suisse sur la procréation médicalement assistée. Mes recherches montrent que ces réponses ne suffisent pas pour régler tous les problèmes qui pourront se présenter à l'avenir. Prenons un exemple. Un couple a ses embryons dans les congélateurs spéciaux d'un hôpital. Malheureusement, un problème électrique survient. Tous les embryons sont détruits. C'est évidemment une catastrophe pour le couple. C'est aussi un casse-tête juridique pour moi, chercheuse, car le droit suisse n'offre aucune réponse à ce genre de cas. Je dois alors déterminer quelle est la relation juridique qui lie le couple à l'hôpital, dire si l'hôpital est responsable de la perte des embryons, définir si la perte des embryons constitue un dommage au sens juridique, préciser encore comment ce dommage peut se traduire financièrement. Bref, les questions sont innombrables, et ce n'est qu'un exemple. C'est pourquoi, de manière plus générale, dans ma thèse, je cherche à déterminer quels sont les droits et les obligations de chacun des acteurs qui gravitent autour de l'embryon in vitro, dans toutes les situations imaginables. Pour cela, je démêle notamment les croyances philosophiques et morales de la réalité juridique. Je plonge dans l'histoire pour comprendre l'origine de la protection de l'embryon. J'explore le droit de différents pays pour trouver d'autres solutions que celles que propose le droit suisse. En d'autres termes, je fais de l'ordre dans le méli-mélo juridique qui entoure l'existence de l'embryon in vitro, en lui offrant un modèle bien plus adapté à son temps. Bravo. Comment ça va? Très bien, maman. On sent le soulagement. Merci. Pas de merci. Tout va bien? Oui, bien sûr. Merci à tout le monde, mon directeur de thèse, mes amis, ma famille. Vous êtes tous fabuleux et je vous aime tous. Et puis merci à Jeanne qui me regarde. Elle a 5 ans, puis elle a dit que j'étais forte, alors elle est gentille. Ah, elle a raison. C'est ma fille. Elle a raison. Voilà. Et j'appelle déjà notre dernier candidat de la soirée, Kevin Thomas. Kevin vient de la Faculté des sciences et de médecine, département de physiologie. Et c'est le titre que je redoute le plus de prononcer ce soir devant vous. Basal forebrain Modulatory Circuit Dissection. C'était très bien. Ça va? Ça le fait? Très très bien. Ok, c'est bon. J'ai gagné mon point. Quand on demande à Kevin de nous donner une petite bio, Kevin répond qu'il adore la montagne, le fromage et les montagnes de fromage. Qu'il aime apprendre des choses et qu'il aime les apprendre ensuite aux autres. Et surtout qu'il est fasciné par la complexité du cerveau. D'où ma question, pourquoi se lancer dans une thèse plutôt que dans la confection de fromage d'alpage? C'est une très bonne question que je me pose des fois aussi. Mais plus sérieusement, l'idée de se lancer dans une thèse, c'est aussi de se placer un peu aux frontières de la connaissance et puis d'éclairer un peu ces zones d'ombre qui représentent tout ce qu'on ne sait pas encore. Et puis bon, même si j'aime beaucoup le fromage et que j'aimerais bien en faire un jour, on commence par la thèse et peut-être que le fromage viendra après. Bien, on va donc pas en faire tout un fromage. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Bien, je vous laisse la scène. Merci. Et si je vous disais qu'il était possible de contrôler un cerveau avec de la lumière? Alors, pas tout un cerveau. Je vais vous parler d'une partie seulement, le prosencéphale basal, en français. Voyez ça comme un quartier, assez bien situé, pas trop loin du centre, à l'intérieur duquel les neurones de 3 grandes familles y vivent mélangés les uns aux autres. Chaque famille a aussi son propre réseau social avec d'autres neurones à travers le reste du cerveau. Certains neurones de ce quartier sont donc très amis avec ceux des aires sensorielles. Vous savez, ces régions du cerveau qui nous permettent de comprendre ce que nous percevons grâce à nos yeux, nos oreilles ou notre peau. Maintenant, vous m'écoutez et vous m'observez très attentivement, je le vois. Et avant que je vous le fasse remarquer, vous ne sentiez pas vos vêtements peser sur vos épaules. Peut-être.
Eh bien, ces neurones dont je suis en train de vous parler, ils ont un rôle à jouer dans ces moments où notre perception change. L'objectif de ma thèse, c'est de mener une petite enquête de voisinage dans ce quartier, afin de comprendre comment il est organisé et à quelle famille appartiennent ces neurones qui jouent avec nos sens. La difficulté, c'est que lorsque j'essaie d'enregistrer ce que disent les neurones d'une seule famille de ce quartier, tous les autres neurones sont tout autour et tout aussi bavards. C'est impossible de comprendre qui dit quoi. Mon enquête n'avance pas, c'est le noir complet. Heureusement, c'est là que la lumière intervient. Pour mener mon enquête à bien, je vais faire comme pour une mission d'espionnage. Et je vais envoyer dans ce quartier un agent infiltré, un clandestin. Mon clandé, c'est une enzyme. Grâce à une petite manipulation génétique, cette enzyme va être fabriquée par les neurones d'une des familles de ce quartier que j'aurais choisi d'étudier. Lorsqu'elle est en place, j'envoie alors un deuxième agent, un virus cette fois-ci. Il va jouer le rôle de messager et transmettre à mon enzyme clandestine les plans d'une protéine sensible à la lumière. Ainsi, tous les neurones qui auront été infiltrés par mon clandé vont se mettre à fabriquer plein de ces petites protéines sensibles à la lumière. Ensuite, j'installe une fibre optique, comme un lampadaire spécial qui pourra éclairer tout le quartier. Et lorsque j'allumerai ce lampadaire, je pourrai prendre le contrôle de tous les neurones porteurs de ces protéines. Je pourrai les forcer à parler beaucoup plus fort que les autres, ou à se taire complètement. Il ne me reste plus qu'à surveiller les réseaux sociaux. Je peux enfin reprendre mon écoute des neurones de ce quartier et écouter aussi ceux des aires sensorielles. Observer, comparer et analyser ce qui se passe dans toutes ces zones lorsque la lumière est allumée ou lorsqu'elle est éteinte. En répétant ma mission d'infiltration avec les 3 grandes familles, je pourrai alors comprendre comment les neurones qui s'y trouvent se débrouillent pour modifier notre perception du monde. Et oui, pour mieux le comprendre, il me faut faire toute la lumière sur le cerveau. Merci. Les doctorants ont fait leur part de travail. C'est maintenant au tour du jury de plancher. Et pendant que le jury délibère, dernière prise de température chez nos stars d'un soir. Selon les échos que je reçois des réseaux sociaux, des gens qui ne me connaissent même pas, et ils m'ont dit, je les ai fait aimer la théologie. Je crois que je suis pleinement satisfaite de moi et c'est pas souvent, alors je vais en profiter un peu. Dans l'ensemble, je suis très satisfait. J'ai bafouillé une fois, mais ça fait partie des choses. Quand on parle, normalement on bafouille. On ne peut pas être parfait. J'avais essayé de mettre un petit peu d'humour et puis c'est la partie de texte que j'ai mangée, donc voilà. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais et que j'ai fait du mieux que je pouvais, donc voilà. Le résultat, pour moi, il est atteint. Je crois que j'ai fait justice à mes recherches. Évidemment, on a toujours peur du blanc, on a toujours peur de bafouiller, et du coup, là, je trouve que ça s'est bien passé. Et nous allons découvrir le ou la gagnante du vote du public. Et sans conteste, il s'agit de Nathalie Derbet-Chapuis. Totalement absente des réseaux sociaux, Nathalie peine à croire l'issue de ce scrutin universel 2.0. Waouh, c'est juste incroyable. Ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que l'enseignement, c'est important pour les gens. Et c'est génial, ça me donne l'impression en plus d'avoir une thèse utile. Alors, je suis heureuse. Et voici donc l'heure du verdict par le jury. C'est ensuite au jury de délivrer son verdict, même s'il a peiné à accorder ses violons. Non, on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde. Oui, on était assez d'accord. Mais le jury a finalement tranché et le 3e prix revient à... Alors la 3e personne sélectionnée, c'est Alessandro Parisotto. Félicitations Alessandro. Comme on dit chez nous, un candidat plutôt déçu en bien. J'ai entendu des histoires que quand il y a des compétitions, c'est la 2e place qui est les plus triste parce qu'il y était presque. Et moi, comme 3e place, ça va, je suis content. C'est bon, c'est cool. Bronze, ça me va. Oui, alors pour la 2e place, nous rejoignons le prix du public. Il s'agit de Madame Nathalie Derbet-Chapuis. Prix du public, 2e prix du jury, Nathalie est aux anges. Elle qui a eu le Covid et qui est montée sur scène encore convalescente. Quand j'étais sur scène, je me suis dit, tout ce que tu as dans les piles, tu le mets dans ta présentation. Puis une fois que ça passe vite, 3 minutes, tu devrais tenir, quoi. Et nous passons donc au dernier prix, le premier en fait. Les premiers sont les derniers sont les premiers.
Alors, le premier prix, là aussi, on a beaucoup discuté parce que peut-être ça n'était pas forcément une évidence, mais ça nous a paru une évidence finalement dans notre perception de la présentation. Il s'agit de Marie-Pierre Morville. Marie-Pierre Morville, on vous accueille sur scène. Félicitations. Un vainqueur, il en fallait bien un. Pour le jury, un vrai diamant brut qu'il faut encore polir. Il y a encore un peu de travail à faire au niveau oratoire. Donc on espère que ça se fera pour la prochaine étape. Donc là, on a misé sur le potentiel. Par contre, sur la vulgarisation, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Donc la manière dont elle a vulgarisé ce jargon très compliqué. Comment ça va? J'aime bien parler d'habitude, mais là, je dis pas les mots. Enfin, je m'y attendais vraiment pas. Marie-Pierre, quant à elle, n'en est toujours pas revenue. Après, et je pense encore pendant quelques jours, il va y avoir un grand vide. Je réalise pas et je pense que je vais pas réaliser tout de suite. Mais c'est chouette. Je pense que c'est vraiment chouette, quand même. Merci encore. Bravo aux concurrents, aux amis, je dirais maintenant, aux compagnons de galère. Quant à vous, si vous avez pris goût à la recherche, sachez que la finale suisse de ma thèse en 180 secondes aura lieu le 21 mai 2021 à l'EPFL. La crème des doctorantes et doctorants vous y attendent, et de pied ferme. Thank you.